Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, la guerre en Ukraine, l'impasse ou la fin de la guerre. L'Afrique s'affranchira-t-elle du franc CFA? Pour cette émission, je reçois M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. Belgocam 21 aujourd'hui est la chaîne qui, n'est-ce pas, nourrit l'esprit de nos différents téléspectateurs et je suis content d'être avec vous ce soir. Plus d'un an et demi de guerre, la guerre en Ukraine, Washington, premier fournisseur d'aide militaire, pourrait être à court de temps pour aider l'Ukraine. Est-ce que si Washington se retire, l'Union européenne se retirera définitivement de cette guerre? Au regard, n'est-ce pas, de l'attitude de l'Union européenne quant à ce que les États-Unis prennent une quelconque décision, on peut aller dans ce sens-là. Mais le fait étant que l'Union européenne se veut une institution qui, ma foi, est indépendante, ne saurait, de mon point de vue, conforter cette idéologie ou alors cette perception des choses qui tend à montrer qu'elle n'est qu'un puppet, comme on dirait en anglais, des décisions qui viennent des États-Unis. C'est pourquoi vous me permettrez ici de rappeler au passage que c'est 75 milliards, dont 41 milliards d'euros que les États-Unis ont déjà donné en termes d'aide militaire au niveau de l'Ukraine. Et ici, il y a une suspension au niveau du Congrès de 61 milliards qui viendrait une fois de plus conforter l'idéologie de la guerre au niveau de l'Ukraine qui, selon eux, aiderait l'Ukraine à repousser les velléités impérialistes de la Russie. Et votre question me permet ici d'embrayer dans ce que la communauté de l'Union européenne a essayé de mettre en place pour accompagner une fois de plus l'Ukraine dans cette lutte qu'elle mène contre, n'est-ce pas, l'intrus russe dans son territoire. Il y a 50 milliards que l'Union européenne a voté, mais qui est aussi bloqué par des velléités autonomistes de certains pays au sein même de ces 27 pays qui constituent l'Union européenne. On va parler ici de Viktor Orban. C'est le Hongrois, on va parler de lui, parce que c'est lui qui crée ce blocage-là en termes de déblocage de fonds de 50 milliards d'euros au profit de l'Ukraine. Et donc, il y a par là 3 jours que cette décision a été prise, qu'ils vont débloquer 50 milliards. Et donc, vous voyez ici que le timing de la décision d'accompagner l'aide, il n'y a pas une velléité en termes d'indépendance, d'accompagnement individuel auprès de l'Ukraine. Il y a toujours une certaine cohésion ou alors une certaine collaboration en termes d'aide. Vous avez le timing qui est un élément important ici qui permet naturellement de voir que si les États-Unis bougent, l'Union européenne va bouger. Et corrélativement à ça, vous avez les dirigeants européens qui ont un marché très lucratif au niveau de l'Ukraine parce qu'elle constitue la première puissance, non pas le premier partenaire commercial de ce pays-là. Donc vous voyez que c'est compliqué que l'Union européenne délaisse ses intérêts dans ce pays-là pour conforter, n'est-ce pas, sa position stratégique qu'elle a avec les États-Unis. Et donc on ne va pas botter d'un revers de la main votre question et on va tout simplement dire que c'est compliqué qu'elle mette en mal son indépendance au profit des intérêts des États-Unis parce qu'elle-même, elle a intérêt à voir ses intérêts, ne fût-ce que commerciaux, préservés au niveau de l'Ukraine. C'est pourquoi elle va se battre logiquement pour que ces intérêts-là soient préservés au bénéfice de sa population qui aujourd'hui vit dans une inflation galopante. Il y a un changement de ton dans les déclarations du secrétaire de l'OTAN sur l'Ukraine. Certains analystes pensent que Jens Stoltenberg s'éloigne de sa conviction de défendre l'Ukraine autant que possible. Est-ce que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas compromise? L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est loin d'être compromise, en ce sens qu'il s'est dédié le 4 décembre 2023, quand il rencontrait, n'est-ce pas, un officiel de l'Ukraine qui venait alors au fait de cette déclaration qu'il a tenue par le passé. Et
à cette rencontre-là, il ressort, ma foi, le renforcement, n'est-ce pas, des relations entre l'Ukraine et l'OTAN et naturellement une collaboration perpétuelle en vue d'accompagner militairement, en termes politiques et en termes pratiques, l'Ukraine dans ses démêlés avec la Russie. C'est pourquoi il est aujourd'hui un peu fortuit de considérer que l'Ukraine va être délaissée ou alors ne va pas intégrer la communauté otanienne. C'est pourquoi vous me permettrez, n'est-ce pas, de dire ici que la volonté même de rapprocher davantage l'Ukraine de l'OTAN est une politique de l'OTAN qui voudrait se rapprocher au plus près de la Russie pour conforter, n'est-ce pas, son contrôle impérialiste sur le monde. C'est pourquoi se démêler, l'engagé qu'il y a eu avec le secrétaire Stoltenberg n'est que une bribe d'analyse qu'on pourrait dire qu'il y a du rififi dans les relations avec l'Ukraine. Mais l'objectif principal, c'est de se rapprocher au plus près de la Russie pour contrôler cette zone de l'ex-URSS que les États-Unis ont toujours voulu avoir la main mise dessus. Vous avez, n'est-ce pas, les pays des Balkans et les pays baltes qui soutiennent, n'est-ce pas, la candidature de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Ma foi, le secrétaire ne peut que conforter ce besoin qui vient, n'est-ce pas, de son patron, c'est-à-dire les États-Unis, et maintenant le parterre des pays qui accompagnent les États-Unis dans l'établissement de cette politique-là, constituée de l'Union européenne et des pays baltes et consorts, accompagner l'Ukraine dans cette révolte qu'elle entretient avec son frère ou alors sa mère patrie, j'ai envie de dire la Russie. Et donc, ma foi, c'est la culture perpétuelle de l'hostilité qui est mise en place comme politique au niveau de l'Ukraine. Et donc, c'est pourquoi les propos de Stoltenberg ne peuvent entraver aucunement l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN, parce que la politique mise en place ne vise que à nuire à la Russie pour, n'est-ce pas, galvaniser les intérêts des États-Unis sur cet espace géographique. Récemment, Poutine a été ferme, c'est la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, pays neutre. Est-ce que seule la capitulation de Kiev peut mettre fin à l'offensive russe en Ukraine? A martelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué. Le fait est simple. Je me permettrai d'abord ici de rappeler que l'annonce de l'offensive des militaires spéciales était portée sur 3 objectifs majeurs. Le président Poutine en a rappelé 2. Mais la question que moi je me pose, pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas le 3e? C'est-à-dire faire respecter le russe partout où besoin sera. Est-ce parce que cet objectif qui, ma foi, fut majeur à cette époque-là, a trouvé gain de cause, parce qu'il a fait respecter, n'est-ce pas, le référendum dans le Donbass, parce qu'il a fait respecter, n'est-ce pas, la législation russe en Crimée et dans les territoires où ils ont décidé qu'ils se rattachent à la Fédération de Russie. Est-ce cet objectif atteint? Au regard du discours qu'il a tenu, on va dire oui, il est atteint parce qu'il a éludé d'énoncer cet objectif-là dans son rappel de propos en termes d'objectivation de sa politique en territoire ukrainien, c'est-à-dire la démilitarisation de cet espace territorial et la dénazification de cet espace territorial. De ce point de vue, on retient qu'il y a encore 2 éléments fondamentaux qui remettent non pas en cause la présence de l'armée russe sur le territoire ukrainien, parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs fixés par leur leader politique, qu'est le président Poutine. Et donc, la porte-parole Maria Zakharova, qui fait état de ce que seule la capitulation de l'Ukraine va ramener la paix, est un peu une fuite en avant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a d'autres moyens aussi
pour ramener la paix sur ce territoire-là, et j'espère qu'on en parlera. C'est pourquoi je dis ici d'emblée que oui, c'est un discours propagandiste. Elle aimerait, n'est-ce pas, voir la puissance de l'armée russe soumettre ce pays qu'est l'Ukraine pour, n'est-ce pas, l'amener à capituler justement, parce que c'est un moyen aussi de faire finir cette guerre, amener le pays ukrainien à capituler face à la déferlante des missiles russes. Mais est-ce une finalité? La question est posée. Est-ce une finalité de faire capituler un voisin, de l'humilier à ce point? La question est posée. Et donc c'est pourquoi la politique, je me réfère maintenant à son président, la politique du président russe n'est aucunement de contraindre le peuple russe à subir les déferlantes de ces missiles, mais c'est de faire comprendre qu'il y a des nazis et il y a une overdose de militarisation de l'organe gouvernant au niveau de l'Ukraine. Il rappelait à son discours qu'il a déjà détruit 2400 pick-up ou chars de guerre envoyés par la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine. Et vous me permettrez de retrouver le nombre exact. Il a détruit 2400 et je pense 700 avions de chasse que la communauté internationale a bien voulu envoyer à ce pays-là pour se défendre. La question fondamentale est celle de savoir si les positions occupées par les deux belligérants aujourd'hui restent aussi mordicus, aussi bloquées en termes d'idéologie de guerre. L'un espère faire respecter l'intégrité territoriale et l'autre empiète l'intégrité territoriale parce qu'il sent sa population quelque peu offusquée et donc il aimerait arriver à soutenir et sécuriser sa population. Et donc c'est un peu ce discours qui, ma foi, est un peu belligérant, qui pousse, n'est-ce pas, les uns et les autres à continuer à mener cette guerre, au-delà du fait que l'Ukraine est un peu sortie du cadre dans lequel le protocole d'accord avait été tracé, à savoir que ça doit rester un pays neutre. La porte-parole le rappelait et elle a fort bien rappelé que l'Ukraine a botté ce protocole de paix par l'Ukraine d'un revers de la main. Et donc, la continuation de la guerre est aussi une volonté du côté de l'Ukraine. Mais est-ce qu'il faut parler de capitulation? J'ai envie de dire que le discours doit un peu être porté ailleurs que pas sur le bout du canon.